Voilà, donc on a eu quand même, je trouve en tout cas, un symposium cet après-midi assez complet, où on a été un peu dans différentes directions, notamment, et je crois que c'est une base importante soit de se remémorer ou soit apprendre les nouvelles modalités qui sont dans la loi, et notamment le fait que chaque citoyen peut aller faire sa démarche en ligne en allant sur le site Ma Santé. Ce qui est rassurant, c'est que on a le sentiment quand même que je veux dire, le législateur, en tout cas l'administration, le FOD, n'a pas fait ça sans réfléchir et sans poser des balises, parce qu'il y a des garanties juridiques, notamment pour les personnes non capables et pour les enfants, où on ne peut pas faire simplement la démarche à la maison ou en cachette de la personne, ce qui serait quand même très indélicat. Donc ça, c'est tout à fait rassurant. Pour vous rappeler comment faire, si vous allez sur le site Ma Santé, c'est masanté.belgique.be, vous n'avez qu'à cliquer ici sur, il faut que j'aille avec la flèche là, voilà, sur le don d'organes, vous arrivez sur Orgadon, et puis là, vous clochez, c'est bien ça qu'il faut cocher, hein. Vous pouvez faire une photo de l'écran, comme ça vous savez, oui c'est bien ça Audrey, fais une photo de l'écran, comme ça tu sais ce qu'il faut cocher ce soir. Ensuite, Sébastien nous a fait un topo sur comment fonctionne et comment a évolué la coordination locale des donneurs dans son institution, CHR de la Citadelle. Ils ont une expérience qui date maintenant d'une vingtaine d'années, 15 agents. Là, j'étais très impressionné qu'il y ait 15 personnes qui travaillent dans la coordination locale des donneurs. Ils ont une activité assez importante, 15 prélèvements par an, c'est pas rien. Dans leurs étapes, les points clés, c'est l'identification. On verra qu'après, c'est un point sur lequel on doit vraiment mettre l'accent, l'identification des donneurs potentiels. Il y a une grosse lourdeur au niveau de la gestion administrative qui occupe beaucoup du temps de la coordination locale des donneurs. Et puis cette fonction de lien un peu à travers l'hôpital, mais aussi de manière plus particulière au niveau entre les soins intensifs, les soignants, les proches, la coordination de transplantation. Alors, au cours des années, forcément, il y a des choses qui ont changé dans leur façon d'appréhender la coordination locale des donneurs. Et un des points importants, ce que j'en ai compris, moi, c'est que l'informatisation les a aidés, et notamment avec l'existence de documents numériques centralisés, et si j'ai bien compris également, la possibilité d'avoir un suivi de l'avancement dans la procédure. Ça, c'est quasiment, si c'est bien comme ça que c'est mis en place, et Sébastien confirme, c'est assez novateur comme approche. Il y a toutefois des difficultés qui sont, on retombe sur les bases, hein, les fondamentaux, c'est comment s'assurer de la volonté du donneur potentiel, les difficultés qui restent quand même au niveau administratif, et puis aussi les spécificités auxquelles on est confronté, on l'a encore vu là dans le jeu de rôle, une famille n'est pas une autre, il y a des spécificités culturelles, etc. Donc ce qu'ils pensent dans les pistes de développement pour améliorer la coordination locale des donneurs, il y a le développement au niveau informatique, la promotion du don d'organes, et on en a déjà parlé, le fait qu'il faut garder la population en alerte. Et là, on compte sur, si elle est toujours là, sur Isabelle pour lancer des campagnes d'information, notamment par rapport à la modalité de se positionner par rapport aux dons. Je peux au passage vous demander qui savait qu'on pouvait le faire comme ça en ligne, la coordination. 1, 2, 3, ouais, ça va, ça vous. C'est grosso modo la moitié, donc c'est quand même pas tout le monde, et pourtant vous êtes des soignants, et normalement vous êtes aux premières lignes, les premiers à être au courant. Voilà, et puis il reste un point important, ce que l'on fait lors de cet après-midi, c'est la formation des personnes impliquées. Ensuite, on a eu Laurent qui nous a parlé de cette bête-là, qu'on n'aime pas. Hein, on l'aime pas, lui, il est le seul à l'aimer dans la salle, je pense, mais enfin, moi perso, je l'aime pas tellement. Mais quand même, il nous a parlé de trucs intéressants, notamment, il nous a rappelé que c'est un virus à ARN, qui a deux protéines qui sont importantes à connaître dans la bête. C'est le spike, hein, qui fait qu'il rentre facilement dans les cellules, et puis le nucléocapside qui a son intérêt notamment dans les démarches diagnostiques et de réflexion. Il trouve, et je le rejoins, d'abord sur l'origine du SARS-CoV-2, c'est vrai qu'il plane quand même une incertitude, je ne vais pas dire un mystère, mais est-ce que c'est le pangolin, les chauves-souris, les laboratoires, peut-être qu'on ne saura jamais vraiment. Il trouve, et je le rejoins, qu'il y a eu une gestion rapide finalement de la pandémie, et une certaine forme de professionnalisme du côté des scientifiques, qui nous ont permis d'avoir des vaccins rapidement, mais aussi du côté médical, où il y a eu non seulement une gestion rapide, mais une solidarité énorme. Et ça, il faut le souligner. Vous êtes là et c'est grâce à vous. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est grâce à vous. Il nous a montré qu'il y a toujours des vagues. Maintenant, c'est plutôt, on va dire, des vaguelettes. Mais
La bonne nouvelle, c'est de nouveau ici, c'est en bas de l'écran là, c'est qu'en termes de taux de mortalité, alors que même à l'heure actuelle, ça c'est d'aujourd'hui, hein, il y a une augmentation des hospitalisations pour Covid, ben, néanmoins il y a une réduction de la mortalité. Ça c'est très intéressant à observer. Malheureusement, le Covid a eu un impact sur les listes d'attente, sur toutes les listes d'attente, mais les reins en particulier. Et puis on sait que Omicron, vraiment, il est devenu le variant dominant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est très virulent, mais il n'est pas très méchant, je vais dire. Les vaccins, il y a eu un pataquès sur les vaccins, mais n'empêche que c'est un système qui permet une immunisation efficace. Et la nouveauté par rapport aux vaccins qu'on a connus jusqu'à présent, et c'est peut-être un des éléments qui a fait peur, c'est la capacité d'adaptation rapide. Le développement a été rapide, de manière dans un contexte inhabituel, de façon inhabituelle, ce qui a peut-être aussi favorisé les craintes par rapport aux vaccins. Et puis l'adaptabilité ongoing, ce qu'on n'a même pas avec la grippe en vérité, mais peut-être qu'un jour on l'aura avec la grippe grâce au Covid. Et puis au niveau des donneurs, eh bien, un élément rassurant, c'est qu'a priori il n'y a pas de transmission hématogène, donc peut-être qu'on ne transfère pas un risque majeur nécessairement, sauf s'agissant des transplantations pulmonaires. Et puis on a des points de repère pour réfléchir à savoir si le patient s'il est Covid positif, si le donneur potentiel est Covid positif, à partir de la PCR des anticorps anti-N et anti-S, on a des éléments qui nous guident, qui nous aident à réfléchir, mais sans avoir de certitude absolue, pour savoir si on peut proposer ce patient comme donneur potentiel. Ensuite, on a eu Paul qui nous a parlé de la détection des donneurs potentiels aux soins intensifs, mais il ne s'est pas fait prier pour sortir des soins intensifs. Et donc, au-delà de ce qu'on connaît du don d'organes DBD-DCD classique, je vais dire aux soins intensifs, il a évoqué la possibilité d'avoir des donneurs aux soins intensifs décédés alors qu'ils sont extubés. Dans notre schéma de réflexion habituel, patient non intubé, patient pas donneur, eh bien, c'est un paradigme qu'il faut remettre en question. Et puis là, il lui pète toujours des trucs à la tête. Hein. Paul, il a une vivacité d'esprit et une inventivité remarquable. Et puis il s'est dit, finalement, si on fait des limitations thérapeutiques et des arrêts thérapeutiques aux soins intensifs, c'est vrai qu'on en fait aussi en dehors des soins intensifs et que peut-être que les patients qui sont hors des soins intensifs sont aussi des donneurs potentiels. Et puis on peut même sortir peut-être de l'hôpital et considérer, il nous l'a montré d'ailleurs, qu'il y a des donneurs potentiels en dehors de l'hôpital. Il nous a rappelé aussi notre mission de soignant. Moi, j'aime bien être inclusif et je me considère comme soignant, même si dans les administrations hospitalières, on parle des médecins et des soignants, parce que les médecins, ce n'est pas des soignants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin bref, notre mission comme soignant, c'est de prodiguer des soins de qualité, de le respecter le patient et en particulier sa volonté, et notamment en rapport à sa fin de vie. Mais on a aussi des devoirs envers la société, notamment nos devoirs envers la société, c'est de penser au don d'organes, parce que c'est pour la société finalement qu'on le fait. Et on a des droits, notamment face à l'acharnement thérapeutique. On ne peut pas nous contraindre à l'acharnement thérapeutique. Alors, il a passé en revue où on peut envisager les dons d'organes, où on peut envisager de détecter des donneurs d'organes potentiels. C'est aux urgences, dans les situations catastrophiques. Mais est-ce qu'il faut désescalader aux urgences? On a envie de dire a priori non, il faut essayer de transférer aux soins intensifs. Détecter aux soins intensifs, c'est super important. Même dans les centres où on croit ne pas être mauvais en la matière, on n'est pas nécessairement si bon qu'on ne le croit. Puisqu'on a à peu près 40% sur 3 ans, donc ce n'est pas un chiffre ponctuel de patients qui ne sont pas détectés alors que c'était des décédés potentiels. Ça fait mal à entendre et ça fait mal à constater, mais voilà, c'est une réalité. Donc on doit essayer d'envisager des moyens d'action pour corriger ça. Aux soins intensifs, je rappelle qu'on doit mettre en place une procédure pour les patients non intubés. Hors USI, il estime qu'il y a à peu près 50 patients par an au CHU de Liège qui sont des candidats potentiels aux dons d'organes, qui font l'objet d'une limitation thérapeutique et qui n'ont pas de contre-indication aux dons. Ce n'est pas rien du tout. Hein, si on faisait même qu'un tiers des 50 patients, on ferait 2 fois plus de dons. C'est quand même pas négligeable. Mais ça demande de nouveau une bonne organisation. Hors USI et hors hôpital, parce que j'aurais dû mettre hors hôpital, on a eu cet exemple remarquable de ce patient en syndrome d'éveil non répondant, en état d'éveil non répondant chronique.
Là aussi, ça demande une réflexion qui doit peut-être aller jusque dans la société, mais n'empêche que c'est une voie à considérer. Ce qu'il n'a pas dit, que j'ai mis ici en gras, c'est qu'il y a aussi la détection des demandeurs d'euthanasie, dont certains sont des donneurs potentiels d'organes. Et donc, nous, on doit mettre en place, nous, les coordinations locales des donneurs, nous devons mettre en place une approche de ces patients-là. Voilà, donc il a aussi rappelé que l'âge n'est pas une limite, que ce n'est pas à nous d'apprécier la qualité des organes. Nous, on détecte les donneurs potentiels, si possible tous, et les équipes qui s'occupent de la transplantation décident du prélèvement. Ce n'est pas notre job. Voilà, alors on a eu un exposé de Mélanie qui lui a parlé du suivi psychologique des patients transplantés, et elle a vu 3 volets, hein, pré-greffe, post-greffe en aigu, je veux dire à l'hôpital, et puis post-greffe à long terme. L'intérêt de faire une évaluation pré-greffe, c'est pour voir un petit peu la compliance thérapeutique des patients sur le plan du comportement psychologique, dont la problématique des assuétudes, voir ce qu'on peut mettre ce que les psychologues peuvent mettre en place dans la prévention en relation avec les effets indésirables de la greffe, pour analyser aussi convenablement le fonctionnement psychique du patient de manière à adapter la prise en charge. Et puis appréhender avec le donneur potentiel les émotions négatives et pour l'aider à construire une gestion idéale de ces émotions négatives. En post-greffe à l'hôpital, eh bien, voilà, il y a différentes complications qu'on peut rencontrer, comme la confusion mentale, éventuellement des épisodes psychotiques et des différentes limitations. Un point important, c'est que dans tout le parcours, mais ça c'est vraiment super essentiel, il faudra veiller à l'anonymat du donneur par rapport au receveur, même lorsque, par exemple, le donneur veut marquer sa gratitude ou bien, d'une certaine manière, payer sa dette vis-à-vis des proches, il faudra veiller à ce qu'il y ait un anonymat conservé. Et puis en post-greffe à long terme, apparemment, les psychologues observent qu'il y aurait peut-être moins de complications s'il y a une bonne gestion psychologique, une bonne intégration psychologique psychique de l'organe. Et donc ça, c'est vraiment super important à avoir comme message. Mais également, globalement, une meilleure qualité de vie. Et globalement, la transplantation amène une meilleure qualité de vie, même si le patient doit avoir conscience et apprendre à vivre avec le fait qu'il y aura une dépendance médicale, qu'il aura une bonne santé, mais pas une santé normale, entre guillemets normale, parce que quelle est la normalité dans la santé à l'échelle de l'individu, ce n'est pas nécessairement à nous d'en juger, et que parfois il n'y aura pas un retour sur le statut social antérieur, mais que parfois ils seront exposés à des situations de starification, le greffé du village. Et donc tout ça, on sent bien l'importance d'avoir un soutien par les psychologues dans tout le parcours de la transplantation pour le patient. Alors elle a parlé de l'éthylisme, ça j'ai trouvé super parce que c'est un débat qui revient et qui reviendra toujours, et demain on en parlera encore. Il est éthylique, pourquoi l'a-t-on greffé ? Elle nous a répondu que, en fait, être éthylique, c'est une maladie, que ce n'est pas qu'une question de volonté que de ne pas boire. Les résultats, moi, je les vois plutôt comme encourageants, parce que s'il y a 25% de rechute à 6 ans, ça veut dire qu'il y a 75% de non-rechute à 6 ans, et 75% dans le cadre d'une maladie aussi sévère avec une insuffisance hépatique, ça veut dire un taux de survie et un résultat excellent, finalement. Et que même s'il y a une rechute, ça ne veut pas dire que le greffon est perdu, et que même s'il y a une rechute, ça ne veut pas dire que le patient ne pourra pas contrôler ou vaincre son assuétude. Il y a aussi le truc, parce qu'on voit toujours le côté culpabilisant, on a toujours une attitude culpabilisante, facilement une attitude culpabilisante à l'égard de l'éthylique, mais lui, de son côté, le transplanté éthylique / repenti, il subit une pression sociale qui peut être douloureuse et difficile à vivre, et là encore, le soutien psychologique sera vraiment essentiel. Voilà, au final, la greffe améliore la qualité de vie, mais le suivi apparaît indispensable. Alors, on a beaucoup tourné autour de la transplantation hépatique, mais c'est transposable aux autres transplantations. Et puis, on a eu le témoignage de Justine, infirmière au bloc opératoire, dans le secteur chirurgie cardiovasculaire au CHU, qui nous a expliqué qu'elle avait un intérêt pour la transplantation et le don d'organes durant ses études, et puis qu'elle a vraiment fait une sorte de découverte via une procédure de transplantation et de prélèvement et de transplantation durant ses études.
Et actuellement, elle travaille depuis 6 ans dans le secteur chirurgie cardiovasculaire / prélèvement, depuis 6 ans donc. Et elle trouve que c'est très émouvant, que pour elle, la greffe cardiaque, c'est la plus belle des chirurgies. Elle a été aussi, semble-t-il, très, très émue de vivre cette première. En fait, on s'en fout que c'est une première, mais c'est quand même très, très émouvant de vivre un don de cœur dans une situation où un patient meurt d'un arrêt circulatoire. C'est quand même paradoxal et émouvant. Et puis, elle a rappelé que nous devons aller nous inscrire, ou si ce n'est pas fait, sur le site masanté.be, de manière à nous positionner, quelle que soit la manière dont on se positionne. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de prélèvement d'organes, il n'y a pas de transplantation. Merci beaucoup.